Bonjour, mon nom est Marjorie Lauzon, ostéopathe. Aujourd'hui, je vous présente ce qu'est le corps humain. Ça va être juste un petit résumé parce qu'on va revoir chaque partie parce que ça prend beaucoup de temps sinon. Alors d'abord, le corps humain est constitué de matière, le calcium, plein de vitamines constituent notre corps aussi, de liquide. Quand on parle de liquide, on parle évidemment du sang, mais c'est intéressant de savoir que notre corps est constitué à 60% environ de liquide, 80% chez les bébés. Puis quand on parle du sang, ça représente seulement 79% de liquide, le sang. Donc l'organe qui est le plus liquide dans le corps, ce sont les poumons, parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de sang là-dedans pour pouvoir être oxygéné. Alors, maintenant, il y a aussi les champs électromagnétiques. Quand on parle de champs électromagnétiques, c'est pas du tout ésotérique. On parle de l'activité électrique qui est générée par le système nerveux, entre autres. Mais le plus grand émetteur de champs électromagnétiques dans notre corps, ça se trouve à être le cœur. Donc, le cœur émet un champ électromagnétique qui est de 300 mégavolt. Si on veut comparer avec un cellulaire c'est 90 volts. Après ça, le cerveau, par exemple, c'est à peu près 50 mégavolts et le corps en entier, 5 mégavolts. Quand on parle de champ électromagnétique, ce qui est important aussi de savoir, c'est que on va toujours se caler sur le rythme qui a le plus d'amplitude au niveau du champ électromagnétique. Et donc, dans notre cas, ça serait le cœur. Donc, le rythme électromagnétique ou la fréquence électromagnétique va être le chef d'orchestre, en fait. Donc, le plus puissant, c'est le cœur. Après ça, dans notre corps, il y a évidemment la peau, que tout le monde connaît. Il y a les muscles. Il y a les fascias. Les fascias, ça, c'est pas tout le monde qui connaît ça, fait que je vais me permettre d'en parler un petit peu plus. Donc, les fascias, c'est la petite membrane blanche qui est par-dessus votre filet de porc. Mais c'est la petite membrane blanche qui est par-dessus aussi les os, qui constituent le périos, qui est par-dessus les muscles, qui va s'occuper de suspendre les organes parce que sinon, ils tomberaient. Donc, les replis de fascia vont faire des ligaments pour le système viscéral. Et aussi, les fascias vont entourer les artères, les veines, donc vont soutenir le système circulatoire. Un fascia, donc il y a plusieurs chaînes faciales, un fascia n'est pas élastique. C'est-à-dire que si j'ai une tension ou quelque chose qui tire dans mon fascia au niveau du quadriceps, ça va tirer sur toute la chaîne faciale. Après ça, on a évidemment les os, comme je vous ai dit, qui sont la plupart recouverts de fascia. Les os ont 31% de liquide en passant, donc c'est sûr que c'est la structure la plus rigide dans le corps, mais il y a quand même du liquide dans les os. Pour aller faire des cellules osseuses, on a besoin d'os, puis l'os va toujours se constituer. Donc, on a une petite artère qui passe dans l'os et les cellules osseuses vont aller se former autour de la petite artère. Okay? Parce que c'est elle qui apporte les substances pour fabriquer de l'os. Donc, c'est bien logique, mais ça ici, ça crée, donc les artères dans les os vont créer les lignes de force des os. Après ça, on a le système circulatoire. Donc, le système circulatoire, évidemment, on pense au cœur. Le cœur qui est une grosse pompe qui va servir à envoyer le sang oxygéné par les poumons dans les artères, dans tout le corps. Et le système veineux qui va ramener le liquide jusqu'au cœur. Après ça, il y a aussi le système lymphatique. Donc, le système lymphatique, c'est tout le liquide qu'on appelle le liquide interstitiel, donc le sang qui est parti des artères pour aller nourrir les cellules du corps, qui a été réabsorbé par le système lymphatique. Et le système lymphatique va venir se drainer vis-à-vis la deuxième côte ici, à droite, dans le système veineux et être remis dans la circulation globale. Après ça, on a le système nerveux. Donc, quand on parle de système nerveux central, on parle cerveau, cervelet au niveau de la fosse postérieure ici, donc la partie inférieure du crâne, et la moelle épinière. Donc, ce qu'on appelle la moelle épinière, c'est vraiment un rassemblement de plein de fibres
nerveuse qui va passer dans ce qu'on appelle le canal médulaire. Hein, quand on entend parler d'un rétrécissement du canal médulaire, ça veut dire que ça vient faire une compression de la moelle épinière. La moelle épinière va se poursuivre jusqu'à peu près la deuxième lombaire ici, puis après ça, les nerfs vont sortir, donc ne vont pas faire un paquet. Okay? Donc, le système nerveux central est recouvert avec 3 couches de fascia. On a la dure mère, la pimère, l'arachnoïde, okay, qui vont venir former aussi la faute du cerveau et la tente du cervelet, donc les compartiments du cerveau. L'autre chose aussi que je veux montrer, c'est que le cerveau, oui, il flotte dans le crâne parce qu'il flotte dans le liquide céphalo-rachidien, mais il ne prend pas tout cet espace-là de notre tête. Hein? Il y a des os à l'intérieur. Okay? Donc, le cerveau n'est pas si gros que ça, en fait. Donc, il y a les lobes cérébraux gauche-droit et aussi, ce qu'on a parlé tout à l'heure, donc le cervelet, qui est avec le tronc cérébral, fait partie du système nerveux reptilien, donc la survie. Okay? Après ça, on a tout le système nerveux périphérique, donc tous les petits nerfs qui vont partir à chaque niveau ici. Si vous voyez les petites racines blanches ici, ça c'est des racines nerveuses. Donc généralement, un nerf va être formé de 3 petites racines nerveuses qui vont s'amalgamer pour former un gros nerf, mais il va y avoir aussi des petits nerfs périphériques qui vont aller sur le chemin. Donc ça, c'est comme un backup qu'a notre corps. Comme ça, s'il y a une petite racine nerveuse qui est blessée ou est-ce qu'il y a une moins bonne circulation, ben on va quand même être capable d'avoir un nerf qui est relativement fonctionnel. Donc ça, c'est le système nerveux périphérique. Après ça, au niveau du système nerveux, on a le système nerveux autonome, donc parasympathique, et le système nerveux sympathique. OK? On va en reparler plus tard. Donc, mais juste en gros, système nerveux sympathique, c'est état d'éveil de stress. Système nerveux parasympathique, état de sommeil, digestion, relaxation, récupération. Après le système nerveux, on a aussi des organes dans le corps. Donc, on a les organes qui s'occupent des 5 sens, qui viennent être innervés par les nerfs crâniens. Donc, on a 12 paires de nerfs crâniens qui s'occupent en gros de la sphère ORL. Hein? La vision, l'odorat, l'audition, la déglutition, la mastication, la mobilité de la langue. OK? Après ça, on a les organes. Donc, à partir de la langue et dans la gorge, on a l'œsophage. Donc, l'œsophage qui est le petit tuyau qui arrive jusqu'à l'estomac, en dessous des côtes ici à gauche. Après l'estomac, on a l'intestin, première partie de l'intestin, le duodénum, qui fait un petit carré autour du nombril. Après ça, on a le jéjunum, qui vient à peu près à gauche, au niveau de l'abdomen. L'iléon, qui est plus à droite. Et après l'iléon, on va avoir l'appendice, qui est juste là, à la jonction entre le petit et le gros intestin. OK? Donc, l'appendice fait partie du système immunitaire. OK? On va en reparler plus tard. Gros intestin, côlon ascendant qui s'attache ici, côlon transverse qui s'attache ici, et côlon descendant, sigmoïde ça tourne, rectum ça sort. Alors, c'est le gros intestin, c'est ce qu'on va appeler le cadre colique, hein, parce qu'il fait comme un cadre pour le petit intestin. Après ça, dans le duodénum, donc la deuxième partie du duodénum, il y a un petit conduit ici qui va amener la bile produite dans la vésicule biliaire et qui va amener aussi les sécrétions du pancréas. Les sucs pancréatiques, parce que le pancréas va excréter autant dans le système digestif que dans la circulation. Donc ça, c'est plus son côté glandulaire au pancréas pour réguler le taux de sucre dans le sang. OK? Fait que c'est pour ça qu'on associe le pancréas aux personnes diabétiques ou à la glycémie. Après ça, on a aussi partant d'ici, donc tous les sinus, les gens qui font des sinusites
connaissent bien ça, qui sont creux ici, en arrière des os de la face. Ça ressemble à des petites dentelles. Et c'est pour les voies aériennes, pour être capable de bien filtrer l'air qu'on respire. Ça s'en va au niveau du pharynx, qui passe aussi dans la gorge. Bronche souche principale, une à gauche, une à droite. Et après ça, plein de petites bronchioles qui sont partout dans les poumons. Donc, poumon, à droite, on a 3 lobes séparés par des fascias. À gauche, on a 2 lobes séparés aussi par des fascias. Ici, en grande coupole, le diaphragme qu'on connaît bien. Ça, c'est pour le système respiratoire. Après ça, juste ici, en avant des dernières côtes, on a les petites glandes surrénales et en dessous, les reins. Donc, les reins, il y en a 2. Ils sont un peu plus hauts que ce qu'on pourrait penser. Généralement, à droite, le rein va être 1 cm au-dessous du nombril, donc le fond du rein ici. Et à gauche, le fond du rein ici va arriver à la même hauteur que le nombril. Les reins, ils ont des petits conduits, les uretères qui vont arriver jusqu'à la vessie qui se trouve à être juste en arrière de la symphyse pubienne. Et après ça, l'urètre qui va amener l'urine vers la sortie. Donc, les reins filtrent le sang pour éliminer les déchets. On a aussi le foie, qui est un gros organe en forme de triangle, gros lobe à droite, petit lobe à gauche. Le foie va servir à filtrer le sang aussi, mais à emmagasiner, donc va avoir une fonction aussi de emmagasiner et stocker les réserves de graisse, de sucre et de dégrader les réserves en fonction de nos besoins métaboliques. OK? Le foie et la rate qui est juste en arrière de l'estomac ici, vis-à-vis la 10e côte. Et la rate, elle, a plutôt une fonction au niveau du système immunitaire. Hein. Quand on est malade, notre rate va être un peu inflammée, un peu plus gonflée. Après ça, on a aussi chez la femme l'utérus le col de l'utérus donc va s'attacher à la jonction entre le coccyx et le sacrum, ici vers l'intérieur, et le corps de l'utérus va être un peu penché par-dessus la vessie. Chez les hommes, ça se trouve à être à l'extérieur, fait qu'il y a moins d'impact au niveau de la tension abdominale de ces organes-là. Après ça, on a aussi le système glandulaire que je ne vais pas détailler parce que c'est un peu complexe. Juste savoir que le système glandulaire fonctionne en cascade. C'est-à-dire que chaque glande va sécréter des hormones qui vont agir sur l'autre glande, qui va sécréter des hormones qui vont agir sur l'autre glande. Puis quand il y a un certain taux qui est atteint, ils vont envoyer un feedback pour que la cascade cesse. OK? Les hormones vont voyager dans le sang, donc c'est une réponse qui est un petit peu plus lente, sauf l'hypophyse, qui est située ici, qui elle a une partie neurohypophyse qui va agir directement sur les nerfs pour une réponse plus rapide. OK, donc dans les glandes, on va trouver évidemment l'hypophyse, l'hypothalamus, la glande pinéale qui est à peu près vis-à-vis ici, mais à l'intérieur du cerveau, OK? Pas mal au milieu. On va retrouver la thyroïde qui est bien connue, les glandes parotides, les glandes salivaires, les glandes lacrymales. On a bien de la glande. Les parathyroïdes qui s'occupent du métabolisme, l'utilisation du calcium pour avoir des bons os forts. Après ça, la thyroïde va réguler le métabolisme. On va avoir les surrénales que je vous ai montré tout à l'heure, adrenal en anglais. Donc, adrénaline, cortisol, c'est les glandes du stress, mais aussi vont sécréter des hormones sexuelles qui vont avoir directement un impact sur les sécrétions des ovaires et des testicules. Le pancréas aussi fait partie du système glandulaire parce qu'il y a une partie qui va sécréter de l'insuline et du glucagon dans la circulation sanguine. Voilà pour aujourd'hui. On va reprendre tout ça en détail par système, voir quels sont les impacts
des différentes inflammations, pathologies sur les systèmes, autant au niveau mécanique qu'au niveau circulatoire, et quelle est la réaction du corps aussi aux facteurs externes comme le stress par exemple et aux facteurs internes comme un débalancement de la glycémie.